Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette présentation du livre Chawanya. Pour introduire cette conférence, j'aimerais vous dire quelques mots sur les éditions Atelier d'Art de France. C'est une toute jeune maison d'édition. C'est en 2016 qu'Atelier d'Art de France, le syndicat professionnel des métiers d'art, organisateur de révélation, a créé les éditions Atelier d'Art de France. Notre maison d'édition est aujourd'hui la seule à être pleinement dédiée aux métiers d'art. Elle est aussi la seule à avoir été créée par des professionnels de métiers d'art. Tout comme Atelier d'Art de France, notre maison d'édition a pour vocation d'œuvrer à la reconnaissance et à la place et du rôle des professionnels des métiers d'art dans la société. Nous publions différents types d'ouvrages, de monographies de créateurs, des livres d'art, des essais ou encore des livres techniques et pédagogiques à destination des professionnels. Nous publions également 2 magazines bimestriels, Atelier d'art, qui est dédié à l'ensemble des métiers d'art, et la revue de la céramique et du verre, que nous avons repris il y a 2 ans. Par toutes ces publications, les éditions Atelier d'Art de France veulent porter l'identité et la voix des professionnels de métiers d'art, la voix de milliers d'hommes et de femmes qui transforment chaque jour la matière dans leurs ateliers et créent des œuvres empreintes de sens et de poésie. Aussi, lorsque s'est présentée l'opportunité d'éditer en France le livre Chawanya, dont nous allons parler aujourd'hui, le comité éditorial de notre maison d'édition n'a pas hésité une seconde. Parce que son auteur, Raku Kishi-Zaimon, 15e maître de la dynastie des potiers Raku, porte un engagement des valeurs identiques à celles de nos ateliers d'art. Il se tient au cœur même de la communauté des métiers d'art parce qu'il a dédié son existence à la matière et parce que la matière a façonné son existence. Chawanya signifie littéralement « celui qui fait des bols à thé ». Ce livre est le témoignage unique d'un homme qui a consacré sa vie à réaliser des bols à thé. Il nous raconte ses explorations singulières, ses cheminements. Il nous livre humblement ses interrogations, ses pensées sur le monde. Au fil des pages, on contemple ces bols à thé, ces chawan en japonais, qu'il a créés et qui ont ponctué son existence. Et sur chacun d'eux se dévoilent alors les paysages que la terre, l'air et le feu ont dessinés. Ce magnifique ouvrage porte, au-delà de l'histoire de son propre auteur, une histoire universelle. J'espère que vous l'apprécierez autant que j'ai pu l'apprécier. Je passe maintenant la parole à Andoche Prodel. Comment est venue l'idée de la traduction de ce livre ? Alors nous connaissons Monsieur Raku depuis assez longtemps, depuis 92. Et on est devenu plus proche à partir de 99. Il est venu à la campagne, chez moi plusieurs années de suite. Nous avons travaillé côte à côte. Et ce livre est d'abord paru en japonais, bien sûr, mais avec assorti d'une partie anglaise, une traduction en fait. Et donc, on pensait tout de suite que c'était une leçon de vie qui pourrait intéresser les Français aussi, d'autant plus que beaucoup de gens font du raku comme technique, sans savoir forcément qu'il y a derrière une famille raku, et puis surtout une pensée, une philosophie. La technique du raku s'est répandue dans le monde à partir des années 50-60. D'abord aux États-Unis, et puis en France seulement à partir de 81, bien qu'on en ait déjà entendu parler dans les années 50 par Bernard Leach, qui était un potier anglais qui allait fréquemment au Japon. Donc on a proposé à M. Raku de traduire, et il était un peu, comment dire, pas dubitatif, mais il pensait que ça n'intéresserait pas forcément les Français, mais il nous a fait confiance tout de suite, à moi et mon épouse donc. Et c'était très intéressant, c'était passionnant à traduire, parce que ce n'est pas un livre de technique, bien sûr. Ce n'est pas non plus un discours normatif. Et malgré tout, c'est pédagogique. C'est pédagogique sur le sens de ce faire, disons.
on voit ses hésitations déjà à revenir à faire de la céramique dans sa famille, après avoir quitté un peu sa famille, en fin de compte, son cocon familial. Et l'évolution de ces bols aussi, qui sont mis en parallèle avec ces textes, qui évoluent aussi avec son âge. C'est assez touchant. Oui, alors au départ, la réaction d'un jeune homme d'une vingtaine d'années est celle que peuvent avoir les touristes ou les gens qui prennent contact avec le Japon pour la première fois. C'est-à-dire, on a l'impression que la cérémonie du thé, c'est un milieu ultra conformiste, puisqu'il y a un rituel, n'est-ce pas, pour boire le thé, pour se réunir, pour prendre la parole, dans un cadre très précis avec des ustensiles choisis. Et donc, on peut penser que c'est d'abord une espèce de, de passéisme, au moins. C'est très joli. Il y a la lumière indirecte dans le pavillon de thé. Il y a l'architecture de bambou. Il y a le chant de la bouilloire. Tout ça compose un spectacle assez particulier. Mais on sent derrière l'argent. C'est-à-dire que le maître de thé, il est assis sur un sac d'écus et il fait payer les grades, disons. Et alors, il faut se référer aux arts martiaux, voyez. De la même façon, dans les arts martiaux, il y a un pouvoir du maître qui se négocie. C'est-à-dire, bon, ça suffit pas, on n'achète pas son diplôme comme ça, mais pour monter en grade, pour se développer, eh bien, il faut sacrifier, il faut montrer la preuve, il faut donner la preuve que l'on peut faire des sacrifices. Et l'argent sert à ça. On sacrifie une partie de son avoir et donc on chemine, on se développe. Alors le deuxième point, ça c'est le premier point qui peut, enfin moi je trouvais ça, qui était un écueil. Et Raku raconte justement que au départ, ce milieu-là est un milieu d'autorité, n'est-ce pas? Donc le maître c'est l'autorité. Et il y a des sous-maîtres, tout cela donc se décline en grade. Et il dit qu'au départ, ce n'était pas du tout ce qui l'intéressait et qu'au contraire, il avait envie plutôt de mettre un pied dans la fourmilière. Mais et c'est là où c'est passionnant, donc, à un moment donné, il se rend compte que c'est une histoire familiale d'abord. Que c'est son père qui fait ça, comme son grand-père, comme depuis 15 générations, on a fait des bols à thé d'un certain style qu'on appelle raku. Et donc ce n'est pas négligeable. Il rentre de l'étranger, où il était aux Beaux-Arts de Rome, il faisait de la sculpture, et il s'installe, il commence à travailler aux côtés de son père, et son père meurt brutalement. Donc à ce moment-là, la question ne se pose plus, il faut reprendre la charge, le flambeau. Et ces relations avec le milieu du thé vont pendant longtemps être, sinon conflictuelles, parce que tout ça est tellement installé, si vous voulez, qu'on ne peut rien renier, ni d'un côté ni de l'autre, mais la plupart des maîtres de thé, des gens du thé, disaient les bols de raku, c'est sympa, mais on ne peut pas les utiliser. Et cela, ça a duré très très longtemps, jusqu'à tout récemment, les maîtres de thé ont dit oui, c'est quand même intéressant de les utiliser parce que c'est extrêmement original. C'est-à-dire que les différentes écoles de thé, les musées, plus les musées achetaient ces œuvres-là, comme des œuvres d'art, effectivement, comme des objets entièrement originaux, qui témoignaient d'une œuvre personnelle, mais pensaient que ça ne serait pas utilisable. Voilà, utilisable. Alors moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fin de compte, son père ne le forme pas. C'est lui qui observe et il va découvrir par lui-même ses créations qui cheminent avec sa philosophie de vie. Alors justement, ça c'est très particulier pour le raku parce que la technique est élémentaire. C'est une technique très simple. D'abord, on ne tourne pas les bols, ils sont montés au colombin, ils sont faits à la main. Ensuite, la cuisson, il n'y a pas de secret de fabrication parce que ce n'est pas une technique complexe comme par exemple, disons, le céladon, vous voyez, ou le temmoku, qui sont des techniques extrêmement précises. Là, dans le raku, il y a des paramètres très larges. On peut admettre des accidents de cuisson, évidemment, tout ce qui est tressaillage, fissures dans l'émail participe du caractère de la pièce. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut acquérir ce sens critique qui fera qu'on choisit certaines pièces
et au contraire d'autres. Et même la majorité des pièces seront éliminées. Et donc cet esprit raku, voilà, c'est ça l'éducation, c'est ça la transmission, mais qui ne se fait pas de façon, qui ne se fait pas par la parole en fait, qui se fait par l'exemple, Qui n'est pas autoritaire, qui ne peut pas être autoritaire, oui. Ouais, c'est ça. Et donc on voit les bols évoluer aussi. Alors est-ce que c'est l'évolution? On voit sa jeunesse dans la création de ces bols, on les voit cheminer à 40 ans, à 50 ans. Voilà, parce qu'il faut expliquer donc que ce livre, vous voyez, si vous l'avez pas vu, c'est une somme où donc Monsieur Raku, qui a il doit avoir une soixantaine d'années à ce moment-là, choisit sur toute sa vie un certain nombre, choisit 54 bols de différentes périodes de sa vie qui sont comme autant de jalons. Donc forcément, il y a une évolution. Et alors l'évolution qu'on peut voir depuis l'extérieur, c'est ce qu'il dit être le questionnement des sources. Parce que au départ, il y a un potier qui s'appelle Shojiro. Et ce potier, c'est un fabricant de tuiles. C'est-à-dire, c'est pas du tout quelqu'un qui prétend faire des objets d'art. Sauf que à ce moment-là, il y a un mouvement d'idées au Japon pour nationaliser, disons, la culture. C'est-à-dire qu'au Japon, pendant longtemps, tout ce qui est culture, à commencer par l'écriture, vient de Chine. Et la cérémonie du thé a commencé, mais on utilise justement les bols les plus luxueux, qui sont des porcelaines chinoises. Et donc, fin du XVIe siècle, il y a un mouvement au Japon d'intellectuels disant mais pourquoi on fait pas, pourquoi on ne trouve pas chez nous ce qui correspondrait à une cérémonie du thé japonaise précisément. Bon, excusez-moi, ça fait rien. Et donc Sen no Rikyu s'appelle ce maître de thé, est en fait un marchand d'Osaka. Et c'est lui qui développe ce mouvement. Et il va prendre donc le parti contraire du luxe. Il va chercher une beauté, enfin un code esthétique qui serait de l'ordre de la retenue, wabi-sabi on dit, c'est-à-dire une modestie et une beauté, oui, qui est le contraire de démonstrative, vous voyez, une retenue, oui. Et donc c'est un mouvement empreint de philosophie zen aussi, si vous voulez. Donc vous imaginez justement un petit peu le contenu, enfin la volonté de retraite spirituelle, disons. Et donc il va chercher ce Sen no Rikyu, ce premier grand maître de thé, recherche dans son entourage des gens qui travaillent la céramique, et il tombe sur ce potier qui est en fait fabricant de tuiles, donc je vous ai dit, et qui travaille sur un chantier qui est le palais de Hideyoshi. Hideyoshi, c'est un généralissime, si vous voulez, l'homme fort de l'époque. Et ce palais s'appelle Juraku, c'est le palais de la joie. Raku, ça veut dire joie. Et donc, dès le départ, les bols de Shojiro vont être pris pour modèle par Sen no Rikyu en disant mais voilà une beauté typiquement japonaise dont on n'a jamais entendu parler, qu'on n'a jamais vu, et c'est ça qui doit être associé à la cérémonie du thé. Alors, Raku 15, dans son livre, dit ben voilà comment on peut commencer que par là. On peut commencer que par questionner les sources. Et les sources, c'est d'abord Shojiro, le potier, et Sen no Rikyu, le maître de thé. Et donc, dans le livre, fréquemment, ces deux personnages reviennent comme des interlocuteurs. Alors c'est aussi c'est ce qui est très touchant, c'est que chaque bol est donc accompagné d'un petit texte qui est de lui, hein, c'est bien ça, Oui, voilà. oui.
Et donc, comme par hasard, là, je tombe sur une page, mais moi, c'est ce qui m'a assez plu dans la lecture. C'est beaucoup d'humilité et pas mal de doutes au cours de sa construction. Est-ce que je peux lire un petit texte Oui, bien là, sûr, allez-y. Alors, il a 32 ans, c'est en 1981. C'est un bol raku rouge qui est sur la page de gauche. Le texte nous dit « Ne pas narrer, ne pas exprimer, ne pas être concerné par le contemporain ou le traditionnel, ni se débattre pour être original. L'important est de lancer un fil à plomb dans les profondeurs de mon être, vers le bas, subrepticement, dans la grotte de mon existence comblée de choses du monde. Je descends à tâtons. » Alors là, c'est un sentier au fond des montagnes où je chemine sans nulle compagnie. Alors, donc il faut expliquer que vous voyez, il y a donc une double page, et à chaque bol, donc qui correspond effectivement à un âge, donc là 32 ans, est associé un poème. Or, ce poème est en fait le commentaire du titre. Le titre demeure en japonais parce qu'il a demandé qu'on ne traduise pas le titre, parce que justement, si vous voulez, le titre est un condensé poétique qui fait que plusieurs images, plusieurs sens se chevauchent. Et donc, pas question de traduire le titre, mais donc on traduit le poème, évidemment. Et donc, ces poèmes-là sont en fait pas des descriptions, mais des commentaires, oui, des commentaires du titre, c'est-à-dire que la poésie intervient après la céramique, bien sûr. D'abord, il y a les bols, ensuite il y a le choix des bols, ensuite il y a le titre et puis le commentaire. Alors, est-ce que c'est volontaire? Parce que moi, j'ai voulu lire les commentaires à l'envers, c'est-à-dire commencer par le bas, et ça donnait encore du sens. Non, c'est pas volontaire. Non. Ben, je le relis à l'envers, si vous voulez. Allez-y, allez-y. Ouais. Je descends à tâtons dans la grotte de mon existence comblée de choses du monde. Vers le bas, subrepticement. L'important est de lancer un fil à plomb dans les profondeurs de mon être. Ni se débattre pour être original, ne pas être concerné par le contemporain ou le traditionnel, ne pas narrer, ne pas exprimer. Alors, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas de progression dans l'imagerie, mais il y a à chaque fois ce qui correspondrait à un vers, qui est une phrase, Ouais. une sentence. Ouais. Et donc, la combinaison est assez libre, effectivement. Elle peut fonctionner dans les deux sens. Alors, à propos, peut-être on peut parler justement comment sont mis les titres. Oui. Normalement, le titre, c'est le collectionneur qui le met. C'est-à-dire que le bol à thé, donc c'est une chose assez précieuse, en effet. Même donc si son esthétique n'est plus, à partir du XVIe siècle, n'est plus celle du luxe. L'objet est tout de même luxueux parce qu'il vaut cher, il est signé, il est attribué. Et donc, pour identifier ce bol, alors, chez Raku, il y a le seau, effectivement, le seau Raku qui est apposé au pied du bol, mais il y a aussi la boîte. C'est-à-dire qu'on fabrique une boîte en bois à la mesure du bol, et sur cette boîte, le titre est calligraphié. Alors, ça peut être en général, c'est le collectionneur qui calligraphie ou qui fait calligraphier par un calligraphe, ou qui demande à un maître de thé de créer le nom. Ouais. Et donc, Raku, c'est pas un maître de thé. Mais il faut bien voir qu'il y a toujours ces trois personnages. Le fabricant de bol, donc Raku, le collectionneur ou l'utilisateur, la personne qui va acquérir ce bol, et puis le maître de thé. Et donc, cet objet n'a pas de sens sans les trois personnes. Ouais. Alors, ça crée des quiproquos terribles. Par exemple, les premiers bols Raku qui sont arrivés au musée Guimet ont perdu leur boîte. C'est-à-dire qu'on les a mis dans des vitrines, et on a jeté ou égaré la boîte. Donc, on ne sait plus. On ne sait plus quels sont les vrais, quels sont les faux, et il faut les réexpertiser. Donc, M. Raku, justement, à un moment donné, on lui a demandé. Il y en avait 6 à Guimet, il a pu en certifier 2, certifier que 2 étaient faux, et puis il y en a 2 qu'on ne sait pas. Il n'a pas pris de... Mais donc le nom, le titre est important puisqu'il est sur la boîte. Ouais. Alors, il y a des exemples sur le salon, puisque si vous prenez les escaliers là, en sortant par ma droite toujours, il y a une série de 10 bols là, avec leurs boîtes qui peuvent être visibles. Voilà.
Et alors, donc, il y a quelque chose de particulier pour Hakou dont il s'explique, c'est que pendant longtemps, c'est sa mère qui a créé les titres. Ouais. Donc son père meurt quand il a, je sais pas, 23 ou 24 ans, quand il revient directement à Kyoto, de Rome. Son père meurt, il reprend l'atelier, et c'est sa mère qui va créer les titres. Ouais. Donc c'est intéressant parce que c'est sa mère qui l'a nommé lui-même aussi. Ouais. Donc c'est comme un partage de la destinée. Et donc un jour, sa mère dit non, là c'est trop brutal, je comprends pas ce que tu veux, tu vas te débrouiller toi-même avec les titres. Et donc il se met à faire les titres quand il a déjà la quarantaine passée. Donc il est à la fois poète. Alors il est Maître poète, Raku, oui, ça, voilà. oui. Et il chante le no aussi. Enfin, il a plusieurs cordes à son arc, ce qui n'est pas courant. En général, au Japon, les gens sont très spécialisés dans une pratique, dans un style vraiment précis. Ouais. Mais à la lecture de ces textes, en fin de compte, c'est des choses qui nous semblent très proches également, ça. C'est-à-dire que c'est des textes universels. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est sa personnalité à lui. D'accord. C'est peut-être, un des rares japonais dont j'ai pu être suffisamment proche pour se dire que oui, c'est comme nous, c'est comme chez nous. C'était notre voisin. Et, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inhibition sur ce que l'on peut dire de soi. Ça, c'est ça le plus rare, en fait. On craint toujours le jugement d'autrui, pas lui. Et que, en même temps, cette sincérité dans le discours poétique ne cherche pas la démonstration ou l'aval du public. Ouais, ça semble très humble, même jusqu'au dernier texte. Parce qu'il a 70 ans aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il est né en 49. Ah ben si, oui, c'est ça. 70, voilà. oui. Ouais. Il pratique toujours le raku ? Oui, mais ça y est, alors c'est son fils qui est, ou qui va l'être ces jours-ci, le 16e raku. D'accord. Et donc c'est ça aussi l'enjeu de ce livre. Vous voyez, il est écrit à mes deux fils, à la jeunesse. Donc c'est une somme qu'il lègue, c'est son legs. Ouais. Et l'autre phrase en exergue, c'est donc qu'est-ce qu'il dit, ni artiste, ni artisan, mais faiseur de bol. Ouais. Et ça, je pensais que c'était spécialement intéressant aux ateliers d'art. Ah ben ça, voilà, oui, ça puisque correspond. les ateliers d'art ont obtenu d'abord la nomination à la sécurité sociale d'une catégorie professionnelle qui est celle des artisans auteurs. On dit comment, c'est comme ça ? Artiste-auteur. Artiste-auteur. Voilà. À la maison des artistes. À la maison des artistes, artistes-auteurs. Et c'est-à-dire que on n'est plus dans l'artisanat qui répond à une commande, à un besoin, hein, et on n'est pas non plus dans la revendication d'une œuvre débarrassée de toute implication sociale. Ouais. Et donc c'est ça l'idée. Alors après, les cadres sont extrêmement différents, mais c'est ça l'idée. Vous l'avez rencontré, ça fait dans les années combien ? Vous l'avez découvert ? J'ai rencontré d'abord en 92 et puis on est devenu plus proche à partir de 99. Quoi. D'accord. Et donc, c'est vous qui lui avez proposé donc de traduire ce livre en français ? On lui a proposé, oui. D'accord. Et il était enchanté tout de suite de le faire connaître un peu partout ? Oui, il est très content. Il a vous savez bien, l'image de la France est encore assez positive dans le domaine culturel, quoi. C'est vrai. Lui a eu un attachement particulier pour l'Italie. D'accord. Donc il est question qu'il y ait une traduction en Italie. Mais les réticences étaient plutôt du côté de l'éditeur. D'accord. Parce que, par exemple, je disais qu'il y avait un texte anglais dans l'édition originale, mais l'éditeur n'a jamais accepté d'envoyer des livres en Angleterre, ni ici. Parce qu'on avait demandé des livres ici pour les distribuer. L'éditeur ne voulait pas, c'est comme s'il ne voulait pas vendre, c'est pas vrai, mais disons que c'est un éditeur spécialisé du monde du thé, et donc qui a sa clientèle sur place. C'est protection voilà, japonaise. c'est l'éditeur qui se demandait si on allait s'en dépatouiller, mais c'était aussi il y avait bien sûr la question de la traduction, mais c'était aussi sur l'organisation
sur l'organisation. Donc Atelier d'art, qu'est-ce qu'il allait faire de ce livre? Où est-ce Que ce qu'il soit allait le montrer? pas trop vulgarisé ou... Oui, C'est c'est ça. ça. Ouais. C'est ça, c'était d'accéder à un public qui vraiment allait pouvoir répondre, mais c'est-à-dire qui même allait pouvoir, allait vouloir l'acheter. Il pensait que ça n'intéressait absolument personne. Ouais. Des anecdotes sur l'écriture et la traduction, du coup sur, Des anecdotes. Alors, pour nous, oui, pour nous, c'était passionnant, mais c'était compliqué, évidemment. C'est un challenge, oui. Ouais, voilà. Ouais. Et le plus compliqué, c'est bien entendu les références secondes. C'est pour ça, dans la préface, là, parler de justement, si on dit Waterloo Morne-Plaine, tout le monde sait d'où ça sort, vous voyez, quand on est français. Mais la même chose en japonais, c'est difficile à retrouver pour moi. Ouais. Mais donc une fois, on a été très 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 fiers parce qu'on a découvert des références dans la poésie chinoise. D'accord. Des images, parce que les poètes chinois ils changent de nom. Quelquefois c'est le même, ils changent de nom. Et là on a découvert des références et on trouvait que c'était... Voilà, donc ça s'est pas trop mal passé. Après sur les contresens, je ne sais pas. Mais en fait c'est pas un film, oui. C'est pas un texte trop compliqué. Vous voyez, oui. C'est une poésie assez objectiviste, quoi. C'est pas une poésie spécialement sur la rythmique. Ouais. Parce que bon, c'est la définition de Valéry sur la poésie est une hésitation entre le son et le sens. Quand vous traduisez, vous perdez toute complicité du son, c'est sûr. Vous arrivez à restituer du sens, évidemment. Et alors après c'est autant de traducteurs, autant de poèmes. Ouais. Et oui, et de forme. Alors sur la fin, il y a quand même des petits textes très brefs. C'est de lui également, oui. Sur la bruine en gouttes se rassemble. Oui, alors c'est-à-dire ça, c'est des lignes qui servent de descriptif aux photos. Ah d'accord. Okay. Parce que quand il est venu en France, il s'est mis aussi à faire des photos et à les tirer sur papier japon. Et donc dans le livre, on comprend le rapport des bols au texte parce que sur les photos, il y a aussi du texte. Ouais. Et donc ce texte, c'est un peu plus qu'un titre. C'est une combinaison, disons un reflet de l'image. On ressent aussi comme une harmonie avec la nature. C'est ce qui est recherché. Voilà, c'est ce qui est recherché. Mm-hmm. Donc c'est ça le grand paradoxe, je crois, de tous les artistes, tous les artisans d'art, c'est qu'on recherche une harmonie qui finalement dépend d'une sorte de solitude dans la relation au monde naturel, mais que évidemment nous vivons, on le vit ensemble, et que donc à un moment ou à l'autre, on pose la question de la transmission. Transformation de la matière. Oui. Avec la matière. Et c'est-à-dire que la matière conserve toujours son secret. C'est pour ça qu'il y a à dire et à faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour inciter tout le monde à se jeter sur cet ouvrage? Eh bien, moi, j'avais pensé qu'il y a aussi un axe d'analyse plus compliqué qui serait une sorte de questionnement de l'attention. Ouais. C'est-à-dire que ce dont il parle, c'est d'une sorte de concentration en dehors. Bon, on a dit des modes, donc au départ de l'oraku en dehors de la mode chinoise, aujourd'hui en dehors de la mode voulue par les maîtres de thé dont dépend l'autorité. Et donc cette concentration est une capacité d'attention à l'œuvre, chose qui vaut dans toutes les pratiques, bien entendu. Mais là, en plus, ce paradoxe propre à Monsieur Raku, c'est que on ne peut pas faire attention à l'attention. C'est-à-dire que si cette concentration nous coupe du monde, il n'y a plus d'inspiration valable. Il ne va y avoir que l'habileté, la virtuosité.
Et alors ça, justement, le raku ne permet pas ça. Parce que c'est une technique tellement simple, vous voyez, avec des paramètres tellement larges, que la virtuosité serait tout de suite visible comme une chose abstraite, comme un caractère inintéressant. Ouais. On aime dans le raku la spontanéité. Spontanéité Voilà. de la création. De la création, oui. C'est vrai qu'il y a comme une forme de retenue aussi dans les textes Oui. et dans la présentation des œuvres. C'est le côté très zen de Oui, la oui. pratique. Oui, mais ça lui est personnel. Ça lui est personnel. Ça lui est D'accord, personnel. ok. Et donc, pour nous, voilà, à quoi ça nous sert tout ça? Parce que nous, on ne pratique pas le thé, on ne pratique pas la cérémonie du thé. Il peut y avoir effectivement une envie de méditation sur l'objet. Un bol, c'est beau, c'est la forme ça donne une forme au vide. Donc, il y a une méditation possible toujours. Mais à quoi nous sert cette leçon? Ouais. Et je ne sais pas, mais justement, c'est la question, le fait de se poser la question qui n'est pas innocent. Le texte accroît la contemplation de la pièce qui est sur la page. Voilà, posée, il pose plus de questions. Ouais, Ouais. ça interroge. Voilà. Ouais. Ce serait comme une musique, en fait. Ça pourrait être une musique. Qui accompagne. Voilà, une musique qui identifie un objet. Donc vous ne l'avez pas traduit seul, je crois. Traduit avec. Vous l'avez traduit avec votre épouse, voilà, qui était parmi nous. Merci. Donc ce livre, alors on va interroger, non, on va pas interroger le public, mais si vous avez des questions, alors, voilà, c'est le elles moment, seront les donc. bienvenues. Ouais. Et voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, si vous avez des questions à nous poser, à Andoche surtout. Vous voyez à peu près ce que c'est le raku en général? Bon, c'est une technique de la poterie, hein, qui joue sur le choc thermique. C'est-à-dire qu'on porte la pièce au rouge, la pièce émaillée, dans le four et on la sort. Et ce choc-là va provoquer des réactions, donc de couleurs, de textures. Et cette réaction va être bloquée. Alors, en France, on bloque cette réaction dans de l'eau. Et pour accroître cette réaction, avant de mettre dans l'eau, donc en sortant du four, on le met dans une substance qui va se calciner. Par exemple, de la sciure, des feuilles mortes, du papier. Au Japon, on ne fait pas du tout ça. Au Japon, on le sort du four et le choc thermique est dû seulement à l'atmosphère. Il se refroidit seul. Il se refroidit seul. Sans provocation particulière. Non. Alors bien sûr, le choc fait qu'il y a des accidents fatals. Oui. Si ça casse, ça casse. Mais en fait, le déchet maximum, la plus grande partie de déchets, c'est parce que la réaction n'est pas intéressante. Donc si vous gardez tout, forcément, il n'y a plus de sens. Oui, donc et c'est ça le plus difficile. Donc il faut savoir jeter. Il faut savoir jeter. Et puis, il faut trouver un principe au nom duquel on garde ou on jette. D'accord. Et ce principe-là, il est intuitif. Donc, c'est ça le plus compliqué. Il appartient à chacun, à chaque céramiste. Oui, mais il doit être reconnu par tout le monde. D'accord. Ouais. Aussi. D'accord. Si vous voulez, c'est comme dans la peinture gestuelle. Ou dans la peinture gestuelle, c'est une expérience à chaque fois. Et puis, il y a des fois où on reconnaît une harmonie, une force, enfin vous avez différents moments de sa façon de nommer ce que effectivement vous permettra de garder cette pièce-là. Oui, question. On va vous apporter un micro. Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc en matière de conservation de pièces, est-ce que l'argument principal, il est esthétique et artistique ou est-ce qu'il est fonctionnel en matière de thé? Alors, ça dépend qui parle. Si c'est le maître de thé, il va toujours énoncer des arguments fonctionnels. En tant que praticien, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais effectivement, ça va être un argument. L'argument le plus important, ce sera un argument esthétique. Parce que, vu là d'où je viens, là où je suis, c'est pas la pratique qui prime. D'accord.
Mais par exemple, il y a des arguments quand même rédhibitoires comme le poids. Si c'est trop lourd, hein, si le bol, par exemple, la position du pied. Alors ça, le pied, c'est entre les deux. Et c'est très difficile à comprendre esthétiquement quel est un bon pied, quel est un mauvais pied. Et pratiquement, on vous dit, c'est parce que le bol étant chaud, il ne faut pas qu'il brûle le tatami. Mais enfin, on en est loin. On en est loin. Même un thé bouillant, dans un bol sans pied, il ne brûlera pas le tatami. Il vous brûlera un peu les mains, peut-être, ouais. Mais c'est une discussion toujours active, oui. Oui, d'accord. Merci. Oui. Bonjour. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose que des bols en technique raku? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui travaillent des pièces même assez grandes. Hein. Donc, il y a un système de palans pour sortir la pièce du four et c'est très intéressant. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, c'est compliqué. Enfin, ce qui est compliqué, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas la peine d'appeler ça raku. Voilà. Par exemple, au Japon même, des amis qui sont venus apprendre, enfin, qui sont venus faire du raku chez moi, ils ne veulent pas écrire l'idéogramme raku sur leur catalogue. Ils écrivent les caractères phonétiques ou même en caractère alphabétique, ils écrivent raku. Et donc le raku consacré, c'est celui de la famille raku et c'est les bols à thé. Mais effectivement, surtout dans les pays occidentaux, ça s'est développé à d'autres objets, bien sûr. Alors le handicap, disons, c'est que comme c'est choqué, on peut craindre que ce soit moins solide. C'est-à-dire les transports, parce que vous avez des micro-fissures, donc ouais, que dans le transport, ça puisse céder à un moment ou l'autre, alors que les petites pièces sont plus faciles. En France, on voit quand même pas mal de céramistes qui ont adopté ce principe-là, hein, Oui. de refroidissement. Et puis Ouais. j'ai entendu dire par des collectionneurs, moi, très curieusement, que c'était pas vraiment de la céramique, quoi, le raku. Je veux rien dire, ouais. Non, je vois ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire qu'en France, on utilise des pâtes qui sont vendues comme pâtes raku et qui sont simplement sous-cuites. Parce qu'on monte pour le raku rouge à 900 degrés, pour le raku noir 1300. Alors que la pâte raku qui est vendue chez les fournisseurs, elle devrait toute être cuite à 1300 alors qu'elle est souvent cuite à 900. C'est ce qu'ils veulent dire, mais c'est de la céramique, qu'est-ce que ce serait d'autre? Oui. Mais il y a aussi des gens en France qui refusent l'appellation raku en se disant c'est trop compliqué, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait se casse la tête, donc on va appeler ça enfumage. Ça arrive aussi, oui. Et à ce moment-là, ils axent leur recherche plus sur des sculptures, carrément. Ouais. Ça reste quand même assez spectaculaire, c'est la sortie du four. Ah oui. On voit des pièces aussi de grande dimension, des gens qui sont emparés Oui, ça pour faire des événements. Absolument. On voit des chars, hein, parfois d'1,50 m de haut, Oui, avec oui. des fours particuliers, du coup. Oui. Alors justement, ça a été un des éléments du succès de cette technique, parce que après la guerre, il y avait le développement d'un mouvement d'art populaire au Japon qu'on appelle Mingei. Donc, et ceux qui ont pensé ce phénomène, dont Bernard Leach, l'anglais, Soetsu Yanagi, et puis Hamada, le potier, le japonais, ces trois-là ont été invités à faire un tour des universités américaines. Et donc, ils exposaient leurs idées. Et puis, il fallait faire un peu un atelier. Et donc, le raku était tout à fait indiqué. Parce qu'on fait sécher, s'il fait chaud, demain c'est sec, vous pouvez le cuire, vous pouvez biscuiter le matin, l'après-midi, cuire les mailles. Donc, c'était très pratique. Et alors, justement, c'était très. On pouvait partager ça festif. Ouais. Voilà, on pouvait faire ça à plusieurs et avoir tout de suite le résultat. On peut dire c'est le Polaroid de la céramique. Ouais.
Et donc ce côté-là a été perçu très fort en Occident, alors qu'il ne l'est pas en Orient. Ouais. Et en même temps, ça vulgarise, en même temps, ça fait Ouais. connaître à tout le monde. Enfin, on voit que le particulier qui Oui, connaît puis pas on la comprend ce céramique, qu'est la céramique, tout de justement. suite, Oui, ah oui. ouais, c'est vrai. D'autres questions? Là, au fond. Monsieur au fond. Ouais. Merci. Donc, si j'ai bien compris, Raku, c'est une histoire. Raku, c'est une esthétique. Raku, c'est un bonhomme, enfin le 15e. Ouais. Est-ce que Raku, c'est aussi un atelier? Je veux dire, est-ce qu'il y a une forme d'organisation sociale d'un atelier avec une hiérarchie? Oui, oui. Alors, comparé à d'autres, c'est pour ça qu'on en est au 15e, enfin le 16e aujourd'hui. Donc, ça veut dire effectivement qu'il y a une organisation sociale. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'avec, donc toujours la même question, ils sont 10. Il y a 10 corps de métier, enfin 10 artisans, comme vous voulez, qui pratiquent le fer, le bambou, le lac. Et donc, il y a 2 familles de céramistes qui sont, donc ces 10 familles-là sont liées spécialement à la cérémonie du thé, qui elle est organisée en hiérarchie, avec trois églises principales, si vous voulez, qui correspondent aux 3 fils de Senno-Rikyu. Et donc, c'est ce monde-là, ce monde du thé, a d'abord donc les héritiers des maîtres, et puis associé les 10 familles d'artisans, disons, dont Raku, qui est une des 2 familles de céramique. Donc c'est très important que cela continue à exister dans le milieu du thé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle Êtes-vous Raku? Oui. Donc vous avez beaucoup réfléchi à la philosophie en fait de cet art. Aujourd'hui en fait, Raku, on voit beaucoup de choses qui sont de la technique Raku, mais qui sont pas du tout wabi-sabi. Ben voilà, oui, c'est ça le problème, c'est que c'est et on pas garde le même nom. Pour ce qui est la démarche Raku que vous interrogez dans ce livre, Êtes-vous Raku? Et une technique qui peut être, prendre plein d'aspects qui ne sont pas du tout liés à cette philosophie. Et dans la tête de beaucoup de gens, en fait, du coup, je trouve dommage qu'il y ait un seul mot pour désigner à la fois la technique et cette démarche esthétique et philosophique qui fait un amalgame des fois un peu dommageable. Ce que j'avais essayé de montrer justement, c'est qu'il y avait un prototype, vous voyez, c'est-à-dire Shojiro le premier. Et puis après, la définition d'un type. Donc c'est un type de céramique, c'est un type de démarche, c'est la démarche Raku, telle qu'il faut une recherche un peu philosophique, disons. Où donc enfin il y a une idée de contemplation seconde. Ouais. Et puis il y a le stéréotype. Et ça, vous l'avez partout, pas seulement dans le Raku. C'est-à-dire qu'un stéréotype, c'est on prend une idée toute faite de quelque chose qui est tout de même identifié. Donc ici, on va dire le choc thermique, ouais, ou même peut-être le bol à thé. Et puis, on ne va pas plus loin. Mais bon, ça fait rien, oui. C'est comme ça. Ouais, il faut éviter le stéréotype qui peut nous garantir d'éviter le stéréotype. D'autres questions? J'ai une deuxième question un peu terre à terre. Vas-y. Est-ce que les bols Raku sont étanches? Oui. Alors, attendez, mais non, c'est pas une mauvaise question. Parce que Et terre à terre, j'ai pas fait de jeu de mots. Ils sont étanches le temps qu'on boit le thé. Ça suffit. C'est Mais bon, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient étanches quand même 15 ou 20 minutes. ça. Ok. Mais en général, ils sont étanches plus longtemps. Ok. Mais ça peut arriver que non. Ouais. Donc, si vous craignez, il faut l'essayer. C'est ça. Mais moi, je pense que ça ne fait rien, mais il faut l'essayer. En fait, ça reste poreux. Le Raku à basse température, celui qui est à 950 degrés, reste poreux. D'accord. Celui à 1300, non.
Mais comme il y a justement toujours le choc thermique qui fait qu'il y a des micro-fissures, il peut y avoir des suintements quand même. Une autre question? Je voulais savoir, est-ce qu'il est déjà arrivé dans ces familles du monde du thé au Japon, vous m'entendez? Est-ce qu'il est déjà arrivé dans ces familles du monde du thé au Japon qu'un héritier refuse la charge? Oui, c'est arrivé, mais ça n'arrive pas souvent. C'est arrivé à l'époque de Koetsu, c'est-à-dire où le... Alors, je ne sais pas s'il a refusé directement ou si c'est le père qui a refusé de le nommer. Mais on a pris le cousin. On a pris le cousin germain. Il y a eu aussi des... Mais pas dans la famille Raku, mais il y a eu des familles où les héritiers étaient des filles. Et on a pris des garçons dans la parenté ou chez les apprentis. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont les héritières directes de grands maîtres de céramique. Il n'y a pas beaucoup. Hein. On va arrêter là. Oui. Donc, c'est le moment des remerciements. Donc, je voudrais remercier Andoche pour cette intéressante présentation. Inviter aussi le public à nous faire part de ces questions, c'est déjà fait. Et donc, au nom des éditions d'Atelier d'Art de France, vous adressez tous mes remerciements, ainsi qu'à votre épouse, Aiko. Andoche et Aiko, qui sont proches de Monsieur Raku, nous ont mis en contact avec Tankosha, l'éditeur de Shawania au Japon, et nous ont accompagnés durant toute l'avancée du projet. Et je les remercie aussi et surtout pour le soin qu'ils ont apporté à la très délicate traduction française des textes de Monsieur Raku, un vrai travail d'équilibriste, car l'une des priorités était que la version française soit la plus fidèle possible à la version originale de 2012 au Japon. Les textes et la mise en page, la couverture, le choix du papier, nous voulions en accord avec M. Raku, respecter autant que possible son œuvre. Et remercier également les éditions Tankosha et sa directrice, Madame Taki, avec qui nous avons travaillé durant ces derniers mois pour que ce livre voie le jour. Et je remercie bien sûr l'auteur, Raku Kishish Zaimon, de nous avoir fait confiance. Et donc, je vais laisser la parole à Emmanuelle Droit, la directrice des éditions Atelier d'Art de France, peut-être pour nous dire comment on peut découvrir ce livre Shawania. Vous pouvez retrouver le livre au stand A2, le stand des éditions Atelier d'Art de France. Voilà, vous pouvez le consulter, l'acheter. Voilà. Merci beaucoup. L'extrémité du salon du côté du pont Alexandre III, donc voilà. Et puis il y a une cérémonie du thé qui aura lieu cet après-midi. Oui, en fait, on organise en partenariat avec l'espace Densan dans le 1er arrondissement une cérémonie du thé qui a lieu à 17h. Malheureusement, ça y est, c'est complet. Je ne peux plus vous proposer de place. Voilà, mais merci à vous en tout cas d'avoir été présents à cette conférence. Donc moi aussi, je vous remercie tous. C'était très sympathique de venir jusque-là. Et merci encore aux éditions, bien entendu, parce que ce livre, il est même plus joli que l'original. Hein, oui, le bandeau était une très bonne idée, en fait. Et donc puis, tout le monde est content. Et puis pour prolonger le plaisir de cette conférence, c'est peut-être de l'acheter. Vous allez découvrir encore 1000 choses. Bonne fin de journée. Au revoir.